Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot, vous écoutez un nouvel épisode de La Ville en pratique. On va encore parler d'architecture dans cette revue de presse et d'urbanisme, de Taoyuan à Taidong, de l'architecture institutionnelle aux micro-projets paysagers. Cette revue de presse explore la manière dont Taïwan repense aujourd'hui sa ville et ses territoires au programme, intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les politiques urbaines, réinterprétation contemporaine des jardins taïwanais et chinois, des infrastructures cyclables écologiques au cœur des zones humides, ou encore réhabilitation sensible du patrimoine scolaire. On reviendra aussi rapidement sur le rôle clé de certains architectes locaux comme internationaux dans la transformation durable des villes taïwanaises. Un sacré programme. On commence tout de suite donc cette revue de presse, comme je le disais, en cette fin d'année, du nouvel an du calendrier lunaire. On vous propose une revue de presse consacrée à l'architecture et à l'urbanisme à Taïwan à travers des articles et des projets qui, chacun à leur manière, racontent comment les villes se transforment, expérimentent et tentent de concilier développement, durabilité ou encore qualité de vie. Premier arrêt à Taoyuan avec un article publié dans Commonwealth Magazine en anglais qui ne parle pas directement de bâtiments mais de stratégie urbaine. La municipalité y est présentée comme la première à Taïwan à avoir lancé un prix local fondé sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ça, j'insiste, c'est une forme de public communiqué qui vient directement de Taoyuan, donc c'est très très partisan. Donc baptisé Taoyuan Golden Enterprise Award, c'est un dispositif qui vise à transformer la compétition entre entreprises en un moteur de développement urbain durable. Ce sont des prix qui vont saluer un petit peu les efforts, en tout cas au moins apparents, pour essayer d'assurer une transition écologique. Et donc selon le département du développement économique de cette ville, l'objectif est clair, faire de Taoyuan et cette super municipalité une super municipalité attractive, non seulement pour les investissements, mais aussi pour les habitants. L'article rappelle que la municipalité a volontairement reformulé ses critères ESG à travers 3 notions simples et culturellement parlantes. La gouvernance dans la vérité, alors qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas, c'est un terme très, très conceptuel. La bonté dans les valeurs sociales et puis la beauté dans l'environnement. En gros, essayer de mettre en avant des valeurs positives pour essayer de driver et de conduire justement les entreprises. C'est une manière, selon l'article, de traduire un vocabulaire technocratique en valeurs urbaines concrètes. Ça a le mérite d'exister et d'essayer de se pencher là-dessus. Effectivement, ce cadre se décline ensuite dans des politiques tangibles, amélioration de la qualité de l'air et de l'eau, environnement de travail plus respectueux, économie circulaire, mais aussi égalité entre les femmes et les hommes. L'article insiste sur un point clé pour Taoyuan, l'urbanisme et l'aménagement ne se joue pas seulement dans l'espace public, mais aussi dans la manière dont les entreprises façonnent le quotidien de ses habitants. Une ville agréable, selon le Bureau de développement économique, ça se traduit par vivre, qui devient un levier d'attractivité économique dans un cercle que la municipalité espère vertueux. Voilà, on s'arrête ici pour cet article. On va complètement changer d'échelle avec cette fois un détour par l'architecture culturelle et muséale avec un article publié donc par Théa Mag, consacré au matérialisme, qui revient notamment sur le musée d'art contemporain de Suzhou, conçu par l'agence danoise Big pour Bjerg Ingels Group, une agence incontournable dans l'architecture contemporaine qu'on retrouve un petit peu partout et qui travaille aussi donc forcément en Asie. Si le musée dont je vous parle n'est pas directement situé à Taïwan, dans ces pages-là, l'analyse s'intéresse directement dans le débat entre le débat architectural à Taïwan et puis les références qui peuvent exister dans l'architecture contemporaine, qui va faire référence à des grands thèmes, on va dire, du monde chinois dans le paysage et l'urbanisme, et notamment dans les jardins du monde chinois qui irriguent aussi de nombreux projets. Dans l'île de Taïwan, on sent une influence forcément culturelle du monde en Asie, et justement sur cette notion de dessin des jardins. L'article décrit comment l'agence Big propose une interprétation contemporaine du jardin chinois, non pas par une imitation formelle, mais en travaillant sur les notions de circulation, le séquençage des espaces, les jeux de lumière ou encore les jeux de reflets. Et donc le musée devient à la fois un bâtiment, parc urbain et belvédère, organisant la déambulation comme une promenade continue. Les matériaux utilisés, l'acier inoxydable, le verre ondulé, viennent traduire un petit peu le jeu entre la lumière et l'eau avec ces jeux de transparence, mais au prix, selon l'analyse, d'une simplification de la dimension spirituelle et poétique propre au jardin traditionnel. Effectivement, c'est bien beau généralement d'aller faire référence à des grands concepts et aller faire des références aussi à des influences culturelles.
Il n'en reste moins que quand on fait référence à des temples, à des grands bâtiments anciennement peut-être d'empire, ou justement à ces notions de jardin. Il y a aussi des valeurs spirituelles qu'il est quand même difficile pour une agence internationale de comprendre ou de s'approprier pour des bâtiments résolument contemporains. Mais en tout cas, cette réflexion est mise en perspective avec d'autres approches architecturales majeures en Chine contemporaine ou encore à Taïwan. On cite notamment Yoming Pei qui traduit les jardins en géométrie moderniste, celle de Wang Shu qui fait littéralement revenir l'architecture à l'état de jardin, ou encore de Dong Yugan qui tente de reconstruire un système culturel et cosmologique du jardin dans l'architecture contemporaine. Des démarches qui interrogent les architectes taïwanais, souvent confrontés à la même tension entre l'héritage culturel, la manière de faire, de transmettre et de faire vivre traverser les âges de cet héritage et voilà, pour l'amener dans un langage globalisé avec une influence à la fois internationale mais aussi très contemporaine et puis des intérêts économiques, des visions qui sont totalement différentes de l'héritage culturel et de ses logiques propres, en tout cas dans son époque. On passe à Taïwan, on revient à Taïwan dans un autre article avec un projet beaucoup plus ancré dans son territoire, une station cycliste, la station cycliste Tiema, présentée par le magazine en ligne Design Boom, située près de l'étang de Dapo à Taidong. Cette infrastructure a été conçue par le studio APL et Ling Guofang Architects. Vous allez voir l'image que j'ai mis en première page de l'article. C'est un véritable dispositif paysager qui est proposé ici plutôt qu'un simple équipement fonctionnel. Une station cycliste, déjà je trouve ça très intéressant comme démarche de penser comme ça à ces temps nécessaires d'ombre, de repos dans des trajets cyclistes. Ça montre quand même une vraie volonté de développer cette pratique notamment touristique et récréative. Alors le projet se distingue par un toit en forme de feuille de lotus. C'est un toit métallique, ça se voit tout de suite sur l'image, inspiré des structures naturelles et du contexte environnant, très humide avec des rizières dans les paysages. Les architectes ont mis en œuvre une politique qu'ils expliquent de terrassement, donc pas de déchets, zéro déchet. Les pierres extraites lors des fondations sont réutilisées in situ dans des murs en gabion, tandis que l'acier qui est poli et les surfaces réfléchissantes viennent participer à une intégration visuelle du bâtiment dans son paysage. Bon, ça, c'est comme ça que c'est présenté. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que ça se voit. Et pourquoi pas? Moi, j'aime bien quand l'architecture se voit. Et tant mieux, autant l'assumer. C'est de marquer de cacher les choses dans le paysage. Parfois, ce n'est pas toujours réussi. Et quand un bâtiment est beau et qu'il n'est pas extrêmement volumineux et qui ne vient pas non plus salir le paysage, pourquoi pas le voir? Ce n'est jamais un défaut non plus. L'article insiste sur la philosophie du projet, ne pas dominer le site, mais coexister avec lui. La station devient une interface entre les cyclistes, la communauté locale et l'écosystème des zones humides. Achevée en partie en juillet 2024, cette station doit encore s'étendre avec des espaces d'exposition, de restauration et des zones accessibles au public. Et une illustration concrète de l'architecture paysagère qui se veut résiliente à Taïwan. On passe sur un autre projet à échelle humaine, mais dans un contexte très différent. Ça s'appelle Webfield. C'est une réhabilitation située dans une école primaire à Miaoli, qui a été documentée par le magazine là aussi en ligne Arch Daily. C'est réalisé par le studio WeSpace plus Architect. C'est un projet qui investit une ancienne maison résidentielle de l'époque coloniale japonaise et qui en a fait un atelier, un espace pédagogique dédié au tressage de joncs. Ici, l'architecture ne cherche pas à figer le passé, elle vient créer un dialogue entre la mémoire et des usages contemporains. C'est comme ça que c'est présenté par les architectes. Ils expliquent avoir voulu conserver la structure existante tout en introduisant des éléments contemporains, des escaliers en acier, des planchers amovibles, des dispositifs lumineux circulaires. Les matériaux traditionnels comme la brique sont retravaillés pour devenir des supports pédagogiques et sensoriels. Et le projet montre comment l'architecture scolaire peut aussi devenir un outil de transmission culturelle où l'apprentissage passe à la fois par différents sens, un petit peu exagéré, mais en tout cas le toucher, l'odeur, la lumière, et que aussi, comme les livres, la même fonction que les livres, de transmission un peu de certaines valeurs culturelles. Effectivement, être entouré de belle architecture, ça a tout de suite du sens. On a une histoire à raconter, on a des matériaux à présenter, on a effectivement parfois une transition avec des bâtiments beaucoup plus contemporains dans lesquels les jeunes ont l'habitude d'évoluer. Effectivement, voilà, c'est aussi important d'avoir des activités scolaires dans des lieux comme cela. Surtout qu'en plus, là, les matériaux traditionnels comme la brique sont retravaillés pour devenir des supports pédagogiques et sensoriels. Donc ça, c'est super. Et donc le projet montre comment ça peut devenir un outil de transmission culturelle, on l'a dit,
avec cet apprentissage par ces différents éléments, loin. Pas besoin d'avoir un grand geste iconique pour une école, parfois une petite réhabilitation et de la simplicité pour mettre en avant un héritage, ça suffit largement. Et puis enfin, on termine cette revue de presse avec une figure bien connue de l'architecture à Taïwan, Francis Robben, fondatrice de l'agence néerlandaise Meccano. Et elle est présentée dans un reportage vidéo de Taiwan Plus, ce média taïwanais. L'architecte revient sur sa première visite à Kaohsiung, marquée à l'époque par la pollution et le chaos routier. La ville de Kaohsiung qui s'est transformée de manière spectaculaire avec des grands édifices culturels au cours des dernières années, était quand même réputée pour sa pollution, sa saleté et puis aussi des mauvaises odeurs des différents cours d'eau qui peuvent la circuler. Et bien là, c'est cet architecte-là qui fréquente Taïwan depuis longtemps, a accompagné ces grandes transitions. Le reportage, ça évoque notamment le pôle multimodal de Kaohsiung, donc la gare, le centre des arts Weiwing, présenté comme la plus grande salle de spectacle à toit unique au monde. Francis Robben y décrit les défis de construire à Taïwan, le climat, la densité, la complexité des usages, mais aussi une grande ouverture à l'expérimentation architecturale. Ça, c'est vrai, il y a beaucoup d'expérimentation dans l'architecture contemporaine à Taïwan. On peut noter aussi, ça c'est pas cité dans la présentation de cette vidéo, mais le temps et les difficultés pour certains architectes internationaux d'avoir sur place des agences qui ont la capacité de réaliser leurs demandes, effectivement par manque parfois d'expérience, par manque de compétences. Certaines agences de construction s'améliorent au fil des années et des décennies qui passent, mais pendant longtemps à Taïwan, ça a été un réel problème de trouver des agences capables de répondre aux demandes un peu parfois farfelues ou très pointues de certains architectes internationaux. Et donc à travers les projets qui sont présentés, c'est une idée qui se dessine. L'architecture est un outil de transformation urbaine qui relie les infrastructures, les espaces publics et les usages du quotidien. Et donc une architecture, ce n'est pas qu'un seul objet bâti, ça participe à la recomposition des villes taïwanaises. C'est un petit peu enfoncer une porte ouverte que de dire ça, mais c'est toujours bien de le rappeler. Et donc voilà, on va conclure cette revue de presse, on l'a dit. On est passé de pas mal de choses, de Taoyuan à Kaohsiung, des zones humides de Taidong aux salles de classe de Miaoli. On a essayé de montrer dans cette revue de presse comment l'urbanisme à Taïwan avance sur plusieurs fronts, économie, écologie, culturelle, sociale. La dynamique fragmentée, parfois expérimentale, mais révélatrice d'une société qui interroge de plus en plus la manière dont elle habite ses villes. C'était Clément Tricot pour RTI. Je vous laisse ici. À bientôt. Portez-vous bien.